Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de cette édition, une fille dans la rivière, le prix du pardon, un documentaire signé Charmaine Obaid Chinoy qui dénonce les crimes d'honneur au Pakistan. Des milliers de femmes en sont victimes chaque année, mais la société et les lois ne punissent quasiment jamais les bourreaux. La situation des femmes réfugiées en France et ailleurs dans le monde, les conditions dans lesquelles elles vivent et ce qui est mis en place pour les accueillir, ce sont les sujets dont nous allons discuter dans quelques instants avec notre invitée Louise Carr, la coordinatrice du programme Personnes déracinées à Amnesty International. Et nous terminerons cette édition sur quelques notes de musique avec des colonies de vacances pas comme les autres. Elles sont 100% filles et 100% rock. Le concept a déjà séduit les États-Unis et il vient d'arriver en Australie. Bonjour. Au Pakistan, au moins une femme est tuée chaque jour au nom de l'honneur de sa famille. Des crimes qui ne sont que rarement punis. Un sujet dont nous parle Charmaine Obaid Chinoy dans son documentaire Une fille dans la rivière, le prix du pardon. Un court-métrage qui a décroché un prix lors de la cérémonie des Oscars dimanche. Le signe d'une prise de conscience internationale en attendant un vrai changement des lois et des mentalités au Pakistan. C'est l'histoire d'une survivante d'un crime d'honneur. Celle de Saba, une jeune Pakistanaise atteinte de plusieurs balles et jetée dans un sac à la rivière par son propre père et son oncle. Son tort, avoir choisi de faire un mariage d'amour. Malgré ses blessures, la jeune femme parvient à déchirer le sac et à nager jusqu'à la rive avant d'être secourue. Saba a survécu par miracle à un crime d'honneur. Un documentaire raconte son histoire et dénonce cette pratique ancestrale qui ne cesse de faire des victimes au Pakistan. Si vous allez dans des petites villes, dans des villages du Pakistan, vous allez trouver des gens qui pensent qu'un crime d'honneur n'est pas un crime, parce que personne ne va jamais en prison après ça. J'ai donc voulu lancer un débat national parce que les gens doivent comprendre que c'est un crime très grave. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre religion, de notre culture. Et c'est quelque chose qui doit être considéré comme un assassinat. Les auteurs doivent aller en prison. Attaqués à l'acide, vendus ou tués, les crimes d'honneur prennent différentes formes. Selon la police pakistanaise, environ 1 millier de femmes en sont victimes chaque année. Des chiffres largement sous-estimés car de nombreux cas n'ont pas été recensés. La loi pakistanaise a aussi certaines particularités. Pour éviter la case prison, les agresseurs doivent obtenir le pardon de leurs victimes. Un pardon arraché bien souvent sous la pression, comme ce fut le cas pour Saba. La pression qui pèse sur les couches les plus pauvres de la population au Pakistan est incroyable parce que les personnes en question vont dire aux victimes « La prochaine fois que tu as besoin de quelque chose et que tu viens dans notre quartier, nous ne te donnerons rien ». Ils ont ostracisé les beaux-parents de Saba et sa famille et elle a été obligée de pardonner. C'est ce qui m'a le plus surpris, cette pression qui pèse sur ces personnes et ce vide juridique qui permet à cette pression de persister. Mais la situation pourrait enfin évoluer au Pakistan. Après avoir assisté à une projection du documentaire, Nawaz Sharif a dénoncé une pratique dégradante et méprisable. Le Premier ministre promet d'appuyer le changement de la législation initiée en 2014. Ce serait sa contribution à la cause des femmes, car aucune femme dans ce pays ne devrait être assassinée pour l'honneur. Mais la réalisatrice le sait, il en faudra plus pour éveiller les consciences dans son pays. Charmaine Obaid Chinoy attend surtout la diffusion de son film à la télévision pakistanaise, prévue au mois d'avril. Depuis des mois, nous entendons parler du flux migratoire en Europe, de l'arrivée des réfugiés fuyant souvent la guerre. Nous allons aujourd'hui vous parler des femmes réfugiées en France, mais aussi ailleurs dans le monde. Ce sera avec Louise Carr, la coordinatrice des actions programme Personnes déracinées à Amnesty International, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Louise. Bonjour. Nous allons tout d'abord commencer par cette jungle de Calais. C'est un nom qui est devenu commun aujourd'hui. Nous en parlons très souvent. Et puis dernièrement, nous avons vu par exemple l'acteur britannique Jude Law qui a visité les camps qui sont sur place à Calais pour dénoncer les conditions dans lesquelles vivent les réfugiés. Vous l'avez aussi visité, ce camp, et puis il y a des centaines de femmes qui vivent parmi ces réfugiés, mais dans quelles conditions ? Donc, les conditions de vie dans des camps à la fois à Calais et à Dunkerque ou dans les autres camps sont misérables. Et on ne peut pas les qualifier autrement. Ce que nous avons fait pendant notre mission de recherche, on a parlé avec des personnes et on a constaté que de nombreuses personnes sont là dans l'attente d'être réunies avec la famille au Royaume-Uni. Donc suite à cette mission, nous avons fait une série de demandes à la France et au Royaume-Uni
pour coopérer, pour identifier les personnes qui se trouvent dans ces camps et qui ont de la famille, qui ont normalement le droit d'être réunis avec ces personnes et qu'ils établissent des critères, donnent des informations à ces personnes pour que justement ils peuvent faire respecter leur droit d'unité familiale. Là, on parle de centaines de femmes à peu près. Ouais, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de recensement officiel. Il y a un camp qui héberge des femmes et des réfugiés et des enfants où il y a 160 femmes et enfants. Sur le camp même, on a vu de nombreuses femmes. Mais comme il n'y a pas de chiffres exacts, c'est difficile à dire. C'est difficile de savoir. En plus, comme personne ne sait, il n'y a pas un suivi individualisé pour les personnes. On parle de 6 000 personnes qui sont sur ces deux camps, mais ils sont dans les limbes. Ils n'ont pas accès à des informations concrètes. S'ils reçoivent des informations, ils les prennent avec méfiance parce que forcément, ils ne font pas confiance aux autorités qui les laissent dans de telles conditions. Alors, en parlant des réfugiés, parlons aussi d'autres choses. Des femmes qui viennent de Syrie ou d'Irak ne viennent pas toutes ici en France. Il y en a beaucoup qui ont choisi le Liban. Justement, le récent rapport d'Amnesty International parle, lui, d'un nombre qui est quand même assez incroyable. C'est 1 million de réfugiés syriens qui vivent sur le sol libanais. Parmi ces 1 million de réfugiés, un quart sont des femmes. Ce sont quand même une population vulnérable et qui, aujourd'hui, dans la pauvreté, les rend encore plus vulnérables. C'est pas que la pauvreté qui les rend vulnérables. C'est depuis janvier 2015, les autorités libanaises ont restreint l'accès au permis de séjour pour les femmes, pour les réfugiés. Donc du coup, ils doivent payer très très cher pour avoir des papiers. Ou sinon, ils connaissent pas comment ils peuvent accéder à leurs papiers. Les procédures ne sont pas claires. Donc nous avons environ 60% des réfugiés qui sont au Liban actuellement, qui n'ont pas de papier, donc du coup qui créent encore des problèmes. Donc ils peuvent pas avoir accès aux soins, ils peuvent pas, ils ont du mal à trouver un travail. S'ils trouvent un travail, c'est forcément au noir où ils peuvent se faire exploiter, même sexuellement. Et s'ils sont exploités ou harcelés, ils peuvent pas porter plainte parce qu'ils ont peur des autorités. Donc c'est vraiment un problème clé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Liban accueille 1 million de réfugiés, mais que fait l'Europe? Certes, on a beaucoup plus de réfugiés, de demandeurs d'asile en Europe en 2015, mais c'est rien par rapport au nombre qui est accueilli dans les pays limitrophes de la Syrie. Quand on parle de 1 million au Liban, effectivement, c'est énorme comme chiffre. C'est un quart de la population qui est réfugiée, alors qu'en Europe, on a 28 pays. Il y avait 1 million de personnes qui sont arrivées en année 2015. On a forcément des moyens pour bien accueillir ces personnes. Qu'il n'y en a pas assez, qu'on n'ouvre pas les frontières assez, vous voulez dire? Là, on vit une crise de réfugiés. Voilà, donc on doit apporter des réponses exceptionnelles à cette crise. Donc, il faut agir déjà en amont. Il y a des personnes qui se trouvent dans les pays limitrophes. On doit leur donner un accès légal, sécurisé, pour qu'ils ne doivent pas mettre leur vie en danger. Pour finir, on a quelques secondes. Le dernier rapport d'Amnesty International dénonce de manière générale une situation catastrophique concernant les droits humains. C'est encore pire quand il s'agit des femmes. En Afrique, dans le monde arabe, dans les zones contrôlées par l'État islamique. Un petit mot là-dessus sur ce rapport 2015-2016. Oui, donc dans notre rapport, nous faisons état que les droits humains sont en danger. C'est pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Pour les femmes en particulier, on parle de l'excision, on parle des crimes d'honneur, on parle des discriminations sur les droits de divorce, droits d'héritage et l'abus sexuel. Mais ça va de pire en pire chaque année. C'est pas les femmes qui sont vulnérables par nature. Elles subissent des violations particulières parce que les autorités ne prennent pas en compte leurs besoins spécifiques. Donc nous avons besoin de législation, de faire appliquer les protections de ces femmes partout dans le monde. Merci beaucoup, Louise Carr, pour toutes ces explications. Merci. Nous partons en Australie à présent avec un camp de vacances pas comme les autres. 100% filles, 100% rock, c'est Girls Rock. C'est une alternative qui allie rock, acceptation de soi et développement personnel. Juliette Lacharnay nous en dit plus. Chanteurs, compositeurs, producteurs, la musique rock reste encore aujourd'hui un univers largement masculin. Alors, pour donner de la voix aux filles, c'est ici, à Canberra, qu'il faut se rendre. Dans ce camp de vacances qui leur est réservé, de jeunes recrues entre 10 et 17 ans laissent parler leur fibre artistique et gagnent peu à peu en confiance, dès les premiers accords. Elles ne se connaissent pas. Au début de la semaine, elles forment un groupe.
elles écrivent une chanson et à la fin de la semaine, elles sont capables de se produire sur scène. Une expérience intimidante au premier abord, mais un sentiment très vite oublié. J'étais vraiment nerveuse, mais en le faisant, ça m'a permis de m'affirmer. C'est bien d'apprendre et de faire des ateliers un peu différents sur comment créer ses propres chansons, les chanter sur scène et composer de la musique. Et pour attirer les foules, quoi de mieux que la star du rock Courtney Barnett invitée pour l'occasion? Pour la chanteuse, pas de doute, la musique est avant tout le meilleur moyen d'aller de l'avant et surmonter ses peurs. Le concept est vraiment sympa. J'aurais rêvé que ce genre d'école existe quand j'étais plus jeune, pour me décider à jouer de la guitare. La musique est un moyen de s'exprimer, de s'amuser, de s'affirmer. Voilà de quoi on parle. Ce camp de vacances est le premier à avoir ouvert ses portes en Australie, mais si le projet fait mouche, d'autres pourraient bientôt voir le jour dans les prochains mois. Toutes les guitaristes en ont probablement déjà rêvé et Saint-Vincent, de son vrai nom Annie Clark, l'a créé. Une guitare 6 cordes électriques adaptée à la morphologie de la femme, un instrument adapté notamment grâce à un espace pensé pour les seins, mais aussi beaucoup moins lourd qu'une guitare traditionnelle. L'auteure, compositrice et interprète américaine affirme que la guitare, en plus d'être favorable aux formes féminines, est aussi parfaite pour les personnes de petite taille, qu'elles soient hommes ou femmes. On se quitte alors sur ces quelques notes de musique. Très bonne semaine à tous et la semaine prochaine, vous retrouverez Virginie Hertz.